Pierre Lunel, l'entreprise Choeco, l'entreprise de maçonnerie en scope, localisée à Jeunet-Marigny dans la Vienne. J'ai noté 8 salariés, 6, bientôt 8. Je fais pas le carnet de commande là, parce que c'est le moment. Spécialisé en rénovation du bâti ancien écomatériaux, avec, j'ai noté 80% des projets d'isolation qui utilisent du chanvre en terre-chanvre, avec une volonté en tout cas de pousser le sujet de terre-chanvre, pour en parler. Xavier Barbou, à mes côtés, entreprise Morolatu, qui a témoigné ce matin, entreprise générale du bâtiment, localisée à Iteuil, dans la Vienne également, 85 salariés et 40 intérimaires. En charge, toi tu es donc plutôt en charge du développement, notamment des solutions biosourcées dont tu as parlé ce matin. Et ce qui est intéressant, ce que tu vas pouvoir aussi parler, c'est que tu travailles en conception et réalisation, ce qui vous permet, chez Morolatu, de proposer des solutions à vos clients, ce qui peut parfois faciliter les choses. Nous avons Vanessa Treffaut de la SMA BTP, responsable d'équipe commerciale Poitou-Charentes. Vous travaillez auprès de la maîtrise d'ouvrage public et privé. Vous encadrez l'équipe de conseillers, si je ne dis pas de bêtises, en Poitou-Charentes. Et donc sur le terrain, voilà, plutôt sur la partie terrain, avec des collaborateurs qui sont connectés aux entreprises que vous assurez à vos clients. Et enfin Valérie Claquin, de la SMA BTP également, responsable du pôle service client à Niort, plutôt sur les questions un peu plus techniques, et notamment sur la question des techniques non courantes. Vous intervenez vraiment en spécialiste sur ces sujets-là et sur la gestion des sinistres. Donc la SMA BTP, on le rappelle, assure les artisans entreprises de mise en œuvre et les accompagne dans l'évolution de leur offre de service. Et donc vous intervenez plutôt en support des équipes terrain. Mais vous aurez aussi, vous avez une action tout à fait complémentaire et vous aurez l'occasion de le préciser. Pour commencer les échanges, justement, ça me semblait important qu'on puisse rappeler comment fonctionne un contrat d'assurance. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est Vanessa, est-ce que c'est Valérie, mais juste nous rappeler dans quel cadre on se situe. Il y a la question du cadre réglementaire, on a parlé de techniques courantes. Il y a la question du cadre contractuel, on a parlé de techniques non courantes. Voilà, juste nous refaire un peu un schéma en quelques mots de comment fonctionne un contrat d'assurance. Donc bonjour à tous, donc Vanessa Treffaut, donc comme vous l'avez compris, donc moi je suis la responsable commerciale, donc je travaille avec tous les commerciaux du Poitou-Charentes, et donc les différents commerciaux qui viennent vous voir, les conseillers qui viennent vous voir et qui parlent de votre métier, de votre activité et donc de vos assurances. Donc le contrat d'assurance, donc juste un petit rappel quand même, hein, on en a parlé tout à l'heure, 1978, Spinetta, qui oblige tout intervenant à l'acte de construire d'avoir une assurance décennale. Ça c'est la base, tout intervenant à l'acte de construire. Après, une fois que vous avez votre contrat d'assurance, le contrat d'assurance il est fait de sorte que tout ce qui est en technique courante est garanti d'office dans votre assurance décennale. Tout ce qui est en technique non courante d'office n'est pas garanti. Ça c'est la base. C'est vraiment cette base-là qu'il faut que vous ayez en tête. Qui dit technique non courante dit que de base ce n'est pas garanti. Mais si vous en parlez avec votre assureur, il y a moyen que ça soit garanti. Et très souvent, on arrive à travailler ensemble et à faire en sorte que vous soyez garanti. Et il y a même des fois, et plusieurs fois, où c'est garanti sans surprime. Parce qu'après, il y a aussi ce deuxième sujet qui peut arriver, où certains, parfois, ont tendance à ne pas déclarer à l'assureur pour ne pas avoir de surprime. Mais il y a plein de choses, nous, qu'on garantit en technique non courante, et il n'y a pas forcément de surprime derrière. Donc juste moi, le message que je veux faire passer là, c'est parlez-en, échangez avec votre assureur, et c'est ma BTP ou quelqu'un d'autre. Et justement, sur ce sujet d'évaluation, quelles sont vos méthodes d'évaluation? Par quels moyens vous évaluez il y a la question du référentiel, technique courante, technique non courante, mais justement une entreprise qui souhaite se faire assurer en technique non courante, comment vous évaluez, au-delà de la prime ou de la surprime, ses compétences pour limiter le risque, parce que je suppose que votre objectif, c'est limiter le risque. Assurer le risque correctement, je dirais. Donc, comment on va évoluer? Eh bien, moi,
Vous allez venir me voir, vous allez m'expliquer ce que vous allez faire, on va récupérer énormément d'informations et après on va tout passer dans l'équipe de Valérie. Donc en fait, oui, les conseillers récoltent le maximum d'informations auprès de vous, entreprises. Et nous, on a des chargés de compte qui sont des personnes spécialistes dans la construction. Mais pareil, hein, moi j'interviens à mon humble niveau parce que vous êtes sachant en chambre. Moi, je ne connais pas, j'aurais pas, je ne connais pas tout ce que vous savez. Moi, je suis assureur, donc je ne suis absolument pas spécialiste. Donc on s'encadre et on s'accompagne de spécialistes, à commencer par nos équipes Socabat. Donc vous avez une intervention au préalable. On a des spécialistes au niveau régional et au niveau national. Et comme disait Vanessa, si on considère, dans notre analyse, on voit qu'il y a des techniques non courantes, forcément, c'est pas que c'est alerte, no, on n'y va pas, c'est on porte attention au dossier qui nous est proposé et on analyse la situation. Bien évidemment, si on est en partenariat depuis de nombreuses années, que c'est un sociétaire, un maçon qui part sur ces nouvelles techniques, forcément, on va l'accompagner et on va lui proposer une solution assurantielle. Si le risque n'est pas maîtrisé ou en début de maîtrise, peut-être qu'on va lui faire une surprime pour coter au mieux le risque engagé, parce que l'assurance, elle a vocation à assurer un risque s'il y a aléa et s'il n'y a pas de risque et si on est sûr d'avoir un sinistre, on va vous refuser. Mais là, vous êtes des spécialistes du champ. Moi, le message que je veux passer, c'est que c'est pas parce qu'on est sur du biosourcé ou du non courante qu'on ne va pas vous assurer. Et c'est ce que je disais, on est sur du partenariat. Et c'est Marie tout à l'heure qui disait qu'il ne faut pas arriver à la fin du projet. Vous avez tout intérêt à déclarer en amont de votre projet quand vous êtes sollicité par un maître d'œuvre ou maître d'ouvrage pour dire tiens, je vais utiliser telle technique. Parlez-en à votre conseiller qui est sur le terrain, votre agent général ou quoi que ce soit, pour qu'il puisse vous accompagner, vous proposer une solution assurantielle. En fait, c'est pas parce qu'on est en technique non courante qu'on ne va pas vous assurer, et c'est pas parce qu'on est en technique non courante qu'il va forcément avoir surprime. En fait, on analyse, c'est du cas par cas. En fait, je peux pas vous dire les maçons ils vont se prendre plus de pourcents de surprime sur leur cotisation. C'est pas du tout à la SMA, on fait du sur-mesure, donc en fait, on va étudier les dossiers au cas par cas, en fonction des éléments collectés, en fonction de l'ancienneté qu'on a de notre sociétaire, la connaissance du risque. Si c'est un sociétaire qui est assuré chez nous depuis 10 ans et qui nous a déclaré aucun sinistre, en fait, qu'il fasse une technique non courante, ça ne va pas être un frein. Merci. Vanessa, un complément ? Juste un complément. En fait, on va vérifier tout à l'heure, Charles l'a dit, redit, mais sur un sociétaire ou même un prospect, on va vérifier quand même votre historique, l'activité depuis quand elle existe, quel chantier vous avez déjà fait, quelles sont les qualifications et les compétences qu'il y a dans l'entreprise, la formation que vous avez fait, quel procédé vous allez mettre en œuvre. Bon, voilà, c'est vraiment une vision globale. Et il y a un moment, que ce soit Valérie ou moi, on ne sait pas faire tout ce que vous savez faire. Par contre, en effet, on a notre expert Socabat, qui à l'origine, lui, est du bâtiment. Charles, il n'a pas fait des études d'assureur. Il a fait des études de construction. La plupart du temps, ils sont tous ingénieurs. On a par exemple Jean-Luc Thomas, qui est notre expert Socabat sur la région du Poitou-Charentes, qui lui a travaillé à la PAF de mémoire et qui est à l'origine un ingénieur bâtiment. Donc c'est tout un faisceau d'informations et de collecte d'informations qui vont faire qu'on va vous assurer et qu'on va vous assurer au plus juste. Après, je ne vous dis pas que celui qui était bouché il y a 15 jours et qui aujourd'hui va vouloir me mettre du change partout dans une maison qui fait des 500 mètres carrés, je vais lui dire oui. À un moment où, on vous l'a dit, il y a un aléa. On est là pour assurer un aléa. On n'est pas là pour assurer quelque chose de certain. Non, c'est très clair, merci beaucoup. Donnons la parole aux entreprises, justement, côté entreprise, peut-être Pierre, pour commencer, côté Choeco. Déjà, première question, pourquoi tu fais du béton-chambre ? Pourquoi tu fais du terre-chambre ? Et ensuite, deuxième question, est-ce que toi, ça a été difficile de te faire assurer
ou est-ce que justement le partenariat et le compagnonnage suffit? Alors, pourquoi on fait du béton de chanvre? Par conviction écologique depuis le début de l'entreprise. Toute l'entreprise est axée sur nos convictions, pardon, que ce soit le côté scope, écologique, insertion. Donc voilà. Deuxièmement, parce que c'est un matériau qui est hyper compatible avec le bâti ancien, et nous on travaille principalement du bâti ancien. Donc voilà, enfin, ça coulait de source de travailler le chanvre. Au niveau assurance, nous ça n'a jamais été un souci. On a eu un premier assureur pendant 3 ans, donc ça fait 13 ans qu'on fait ça. On a eu un premier assureur, on avait été se former à Saint-Asquier, qui nous avait assuré sans aucun problème sur notre décennale, sans surcote, sans rien. On a changé en cours de route, et en fait, pour moi, comme je le vis, c'est vraiment notre assureur est un être humain. Il suffit de discuter avec et ça se passe plutôt bien. Et on a tous les ans, tous les 2 ans, je le vois, on discute de l'évolution de l'entreprise. Il y a 4 ans, on souhaitait passer à la terre. Mais nous sommes des professionnels, donc on n'a pas fait n'importe quoi. On s'est formé. J'ai été faire une première formation avec Arthur en Gironde. J'en ai parlé à ce moment-là à mon assureur. Il dit d'accord, très bien. J'ai fait la formation. 1 an après, on a fait toute la formation tous ensemble sur un chantier d'un de mes associés, donc chez lui. Et en fait, tout au long de ces formations, mon assureur savait qu'on était en train de viser une technique un peu différente. Et le jour où tout le monde a eu le tampon de la formation, on a invité l'assureur à venir. On a discuté nos contrats et tout ça, et en même temps on a dit tu nous assurais pour le chaud-chambre, maintenant on fait le terre-chambre. C'est pas en technique courante, mais on a été formé, on lui donne les certificats. À l'époque, j'ai montré toutes les brochures avec tout ce qu'on avait fait. Et lui, il a dit Banco, il n'y a pas de souci, pas de surcote, rien. Enfin, c'est vraiment, ça s'est fait vraiment tout seul. Alors, des fois, j'ai un peu l'impression d'être un martien quand je parle avec des collègues artisans, parce que ça a l'air beaucoup plus compliqué pour d'autres, quand même. C'est pas toujours très simple. Tu m'appelles des fois pour si je peux t'envoyer un petit mail pour dire que mon assureur m'assure et qu'il n'y a pas de souci. Et je pense aussi le fait qu'en 13 ans, on a eu un seul sinistre sur du chaud-chanvre et qui n'était pas de là de fait. Donc c'est là où j'ai apprécié d'avoir un assureur, parce que quand il fallait faire les réunions de sinistre avec toutes les assurances, toutes les entreprises, et qu'on est bien défendu, qu'en plus au bout du compte on a été écarté, parce que c'était plus un souci de l'architecte et du charpentier. Voilà, c'est plutôt bien. Mais oui, je sais que c'est quelque chose, de la part de mes collègues, nous on est à la CAPEB, et je sais que c'est assez compliqué, ça peut l'être assez compliqué. Nous on a eu la chance de tomber, je pense, il n'est pas venu aujourd'hui, il ne pouvait pas, mais sur un assureur très ouvert en fait, et qui ne regrette pas parce que ça ne lui coûte rien au final, on paye la décennale, Justement, Arthur, pour compléter un peu ce qu'évoquait Pierre, toi tu es parfois sollicité par des entreprises, plutôt des anciens stagiaires je suppose, mais qui ont besoin de rentrer cette prestation-là dans leur offre de service, donc ils font appel à toi. Toi, comment tu orientes ça et comment tu accompagnes aussi la question de l'accompagnement sur les chantiers? Alors, effectivement, sur la question de l'assurabilité, c'est une question qui est, en fait, la réponse est variable selon l'assureur et selon l'entreprise. Parce qu'en technique non courante, en fait, l'assureur doit évaluer les risques qu'il prend. Je pense, c'est vrai que souvent on met en avant que la technique non courante est dangereuse. Je pense que ce qui est dangereux, c'est plutôt le manque d'expérience. Alors, on peut être en technique courante, sortir de formation et pas avoir d'expérience et vouloir réaliser un truc de 2000 m², il faut juste que l'assureur dise non, même si c'est en technique courante, entre guillemets. Donc là, moi je trouve ça carrément ok qu'il y ait un contrôle qui soit fait sur l'expérience, je trouve ça plutôt sain en fait, il faut que ça existe. Simplement la question c'est quand on est en technique non courante, effectivement on n'a pas une réponse unique, c'est-à-dire que tu vas demander à un assureur, par exemple le cas de Scope Choleco, c'est le cas dont je te mets qui a été le plus rapide, c'est-à-dire qu'il m'a dit ouais j'ai envoyé le papier à l'assureur, il m'a dit que c'est ok, c'est bon. Et en fait c'est pas toujours aussi simple. Alors ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'en général les stagiaires me contactent, me disent Arthur, là, il veut pas, c'est un peu galère. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je fais un courrier en disant voilà, la personne à laquelle s'est formée, voici la question de formation. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est une formation. Voilà, et je mets toutes les références de chantier qu'on a fait, avec des chantiers publics qui ont été validés par des bureaux de contrôle, je mets l'attestation décennale qui est la mienne. C'est pour ça que je t'avais demandé la tienne aussi, pour montrer qu'en fait il y a différents. Peut-être que ton assureur ne sait pas l'assurer, mais peut-être qu'un autre assureur saura l'assurer. Donc après, à l'assureur de faire le travail
soit d'être clair avec son client, de dire je t'assure pas parce qu'en fait je te suis pas en termes de sinistralité, c'est pas correct ce que tu fais. Enfin, voilà. Mais par contre, il peut pas dire non, c'est technique non courant, je t'assure pas. Alors, du coup, c'est là où ce que je veux dire, c'est qu'il y a, j'ai l'impression quand même, c'est une discussion, quoi. La discussion elle est liée aux deux personnes. C'est-à-dire qu'est-ce que toi t'amènes comme info en tant qu'entreprise, qu'est-ce que tu donnes pour te donner confiance, et à l'inverse, est-ce que l'assureur accepte de recevoir. Et moi j'ai le cas là quand j'ai changé d'éco-vertical pour mon autre structure, on est resté chez AXA, mais c'était pas le même interlocuteur, et on a changé d'interlocuteur parce que ça marchait pas. Et ce que je veux dire, c'est que même, c'est l'assureur en tant que tel, mais c'est aussi finalement la personne à qui tu as accès en handicap qui comprend ce que tu fais pas. C'est une volonté des deux côtés. Merci. Juste pour compléter ce tour de table, je vais te donner la parole, Xavier. Tu as un peu la même question qu'à Pierre. Vous êtes, donc tu l'as dit ce matin, une entreprise générale, pollueur, c'est toi qui l'as dit, hein, ce matin. Donc je te cite, qui utilise des matériaux polluants. Non, je blague, mais charge en carbone surtout. Aujourd'hui, vous avez donc cette volonté d'intégrer une solution biosourcée en passant par le chanvre. Comment tu développes cette solution dans une entreprise qui n'a a priori assez peu touché pour l'instant au biosourcé? C'est quoi ta posture, toi, en tant que chargé de projet et de développement au sein de cette entreprise? Alors, moi, là-dessus, on a voulu se lancer dans les matériaux biosourcés parce que déjà, on est très impliqué sur le biosourcé, les process RSE. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est nos intrants. Donc là, on peut le maîtriser grâce au biosourcé. On s'est tourné vers le chanvre parce que c'est un produit qui nous, comme le nom l'indique, béton de chanvre, reste dans notre cœur de métier. Et moi, en tant que chef de projet, en fait, on intervient sur la partie R&D, tant sur la conception des projets et la conception de nos projets de conceptualisation. Donc on va concevoir les bâtiments avec notre solution qui est en cours de développement, et aujourd'hui on assure la commercialisation grâce à ce pôle conceptualisation. Et sur la question du coup, comment tu comptes être assuré, comment tu travailles avec ton assureur sur le sujet? Quand on a préparé la table ronde, tu m'as très justement dit aussi que la solution que vous développez nécessite des investissements, qu'il n'y a pas que l'assureur qui a besoin de garantie, il y a aussi le banquier, voilà, pour le dire un peu vulgairement, mais du coup, comment toi tu prévois le développement de ton projet, conscient des garanties que tu dois apporter à tes partenaires? Alors déjà, l'assurance, on l'a mis sur la table dès le départ également. Donc nous on s'est formé, pareil, on a été formé chez Saint-Astier. On a aussi testé le produit. La formation ne suffit pas, je pense qu'il faut connaître aussi le matériau, voir comment il réagit. Donc on a fait des murs, démolis, regardé comment ça va se comporter, on fait des essais aussi, on fait des ATEX. Donc pour le mettre en œuvre, on a besoin de faire un ATEX et des essais qui sont demandés par le CSTV. Aujourd'hui, notre assurance, elle va nous assurer, elle va nous suivre, mais elle nous dit qu'il faut que l'ATEX soit validé. Mais pour faire un ATEX, il faut le financer. Donc pour le financer, il faut une banque ou des subventions d'État qu'on a pu demander à la région. Et la banque, pour nous suivre, il faut que l'assurance soit autour de table, il faut que les formations soient faites, et il faut que le projet soit validé dans sa globalité. Même si aujourd'hui, l'ATEX, on l'aura qu'à la fin. Mais l'assurance est là. D'ailleurs, je la vois dans 2 jours pour finaliser un petit peu le cadre. C'est dommage que c'est un peu croisé. Mais voilà, c'est un triptyque avec la banque qui est important aussi. Ça rejoint effectivement ce qu'on se dit depuis tout à l'heure de l'équipe et d'embarquer tout le monde, dès le départ, et d'être conscient du cadre dans lequel on se trouve. On a parlé donc de technique courante, technique non courante. Arthur, une question peut-être, je sais pas, un peu provoque. Pour toi, est-ce que faire en sorte que le terre-champ devienne une technique courante, c'est un enjeu? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Enfin, oui, ce serait mieux, en fait. Soit en absolu, dans un monde idéal, ce serait mieux. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que, alors effectivement, sur les biosourcés, il y a des idées reçues, machin, bon. Ok, mais en fait, je pense que la plus grosse difficulté, je crois que c'est Madame Baziers de l'APAV, c'est ça? Vous disiez ça tout à l'heure.
c'est que souvent on parle de cette histoire technique courante, non courante. En fait, pour moi, c'est pas un point de blocage. Vous voyez, on a fait plein de chantiers en étant en technique non courante, en fait. Donc, il ne faut pas se dire, tant que tu n'es pas en technique courante, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que pour devenir technique courante, il faut que tu montes des retours d'expérience. Donc, le fait d'être en technique non courante est la voie normale de l'innovation dans le bâtiment. C'est pas un truc hors la loi. Le vrai blocage, pour moi, c'est les exigences réglementaires. C'est-à-dire, on te dit, il te faut un coupe-feu de 2 heures. Et alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'exigences. Je peux vous souvenir de l'histoire du polystyrène que je racontais. Heureusement qu'il y a des exigences dans les normes, qui s'appliquent aux matériaux de construction. La question, c'est que nous, on a une diversité très grande de ce qu'on peut utiliser. On peut utiliser des granulats variés, on peut utiliser des liants variés. Et en fait, chaque essai coûte cher. Ce n'est pas toujours la norme d'essai qui pose problème. C'est combien de moyens on a pour démontrer que ça marche ce qu'on fait. Et en fait, on a des trucs peut-être plus locaux, peut-être plus écologiques. Donc, on a plus de problématiques qu'un industriel qui a un produit standardisé et on a moins de moyens. En fait, la grosse difficulté, c'est de réussir à garantir les performances dans ce système où chaque essai coûte cher et chaque PV d'essai est valable 5 ans. C'est-à-dire que tu valides le truc une fois et puis 5 ans après, tu veux y retourner. Donc voilà, je pense que la difficulté, elle est principalement là. Si demain on devient technique courante, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va être plus simple pour l'assureur de discuter, parce que forcément, on a moins besoin finalement de justifier, parce qu'en fait, il y a eu un travail qui a été fait à l'échelle nationale. C'est plus simple pour des entreprises qui ont peu d'expérience. Maintenant, j'ai envie de dire, dans tous les cas, la première chose, ce qu'il faut retenir de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, on peut en faire. C'est-à-dire qu'on peut faire des chantiers. Il faut juste prendre des chantiers raisonnables. C'est-à-dire qu'on prend des chantiers, c'est forcément un petit chantier. C'est ensuite qu'on prend des chantiers plus gros. Et c'est là où l'assureur va accepter de suivre parce qu'il aura senti. Moi, par exemple, je suis en décennale sur du terre-champ en isolation par l'intérieur. Je suis une décennale pour l'isolation par l'extérieur, sous bardage. Et en fait, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. En fait, quand j'ai été demandé à AXA de renouveler la décennale que j'avais avec Copertica, ils m'ont dit oui, pas de problème, vous n'avez aucun sinistre, aucun souci. Et puis je ne reçois pas le contrat. Et donc je rappelle un mois plus tard, je dis ouais, mais quand même, c'était super, ouais, super, vous avez un. Et en vrai, je voudrais le contrat quand même. Ouais, il y a des discussions et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que AXA, en fait, à l'échelle nationale, commence à recevoir quand même pas mal de demandes sur l'assurabilité sur les trucs en terre. Et il se pose la question d'adopter une posture, en fait. C'est-à-dire de dire, je ne peux pas dire oui à Tartampion et un non à Régis. Du coup, j'ai eu une discussion avec la direction technique d'AXA qui m'a dit, mais comment vous voudriez qu'on rédige le contrat? Et du coup, c'était super intéressant parce que là, c'est une vraie discussion avec l'assureur. Moi, je lui ai dit, l'ITI, il n'y a aucun problème. Enfin, il faut que la personne se passe les choses correctement, mais ce n'est pas une zone à risque particulière. L'ITE sous bardage, aucun problème. Par contre, la question de l'ITE sous enduit, ça, c'est une vraie question qui marche. Moi, j'ai déjà fait des chantiers d'ITE sous enduit, j'en ai un l'année prochaine. Par contre, c'est un sujet qui est, je serai assureur, je ferai attention. Et donc, en fait, je dois déclarer à l'assureur à chaque chantier que je vais faire dans ce cas-là. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vraiment, cette histoire de dialogue, j'y crois vraiment. Je rebondis juste sur quand monsieur dit je vais être assuré seulement sur ce chantier-là, voilà. Vous savez que soit votre contrat d'assurance, il peut avoir directement dans le contrat une activité que vous faites, ou quand vous faites des choses un peu plus exceptionnelles ou extraordinaires, vous demandez à votre assureur ce qu'on appelle une nominative, et d'être assuré seulement sur ce chantier-là quand c'est des choses que vous faites de façon épisodique. Il faudra juste la date d'ouverture du chantier, en fait, pour obtenir la déclaration, l'attestation nominative. Merci pour ces précisions. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions, quelques remarques. Après tout ce qui vient d'être dit. Oui, Michel. Je vais faire juste une petite remarque qui peut faire sourire. Quand on parle de pratiques courantes et pratiques non courantes, dans le monde, 73% du liant qui est utilisé dans la construction, c'est la terre. Ça, depuis que l'homme est sorti des cavernes. Et le béton, on le connaît depuis moins d'un siècle. Oui, on parle bien de techniques courantes et non courantes et pas de domaines traditionnels ou non traditionnels, qui sont encore un autre sujet, mais effectivement, il y a 80% de un tiers du patrimoine français est en terre, et sur l'échelle du monde, c'est encore beaucoup plus important. Donc, effectivement, il y a du retour d'expérience, on l'a. Donc, effectivement, pas de raison pour compléter ce que vous disiez que les projets ne soient pas assurés. Ouais, c'est juste pour compléter, c'est à la fois vrai et à la fois le bâti ancien et pas comme le bâti de maintenant. C'est-à-dire que le bâti d'avant, il n'y avait pas d'étanchéité à l'air, les pièces étaient petites, il n'y avait pas d'isolation. Le seul matériau isolant dans le bâti ancien, c'est le chaume, les clôtures en chaume. Il n'y avait pas d'eau.
En fait, on n'avait pas du tout les mêmes. En fait, on a une manière d'habiter, typiquement l'isolation par l'intérieur pose des questions de transfert de vapeur d'eau qui n'existaient pas dans le bâti ancien. C'est-à-dire que, en fait, et la chaîne vote n'était pas utilisée dans le bâti ancien particulièrement. C'était la laine de champ, en fait, qui avait un usage pour les cordages, etc., pour d'autres choses. Donc, en fait, le terre-champ, pour moi, c'est un truc, on va dire, innovant. Enfin, c'est pas un gros mot, quoi. C'est un truc nouveau, quoi, en fait. Où on s'inspire du bon sens des anciens dans la conception sur comment tu laisses passer la vapeur d'eau, la capillarité, etc. Mais on amène des questions nouvelles et on habite de manière différente, notamment les charges de vapeur d'eau qu'on va envoyer. Donc ça pose des questions techniques qu'on ne peut pas juste valider par le patrimoine. C'est ce qui fait qu'il y a un certain nombre de questions que posent les bureaux de contrôle et les laboratoires qui sont tout à fait légitimes de mon point de vue. Par contre, très souvent, ces acteurs-là ne prennent pas en compte les moyens qu'ont les filières pour y répondre. C'est-à-dire que si le bureau de contrôle ne joue pas le jeu d'essayer de bien comprendre où se situe le problème, alors il peut devenir absolument bloquant parce qu'il exige un truc qui est inatteignable.